Monde numérique. Grok, l'intelligence artificielle de X, passe à la vitesse supérieure. Avec Grok version 4 dévoilée cette semaine, une super IA présentée comme hyper puissante. Mais dans le même temps, qu'est-il arrivé à Grok ? La version précédente est devenue folle, raciste, antisémite. Elle s'est mise à publier des messages choquants sur le réseau X. Alors une IA peut-elle vraiment être raciste ? On va essayer d'expliquer un peu tout ça. Apple serait-il en train de réviser sa copie en matière de design ? La prochaine version d'iOS sur iPhone ne serait pas aussi transparente que ce qui avait été présenté en juin. L'usurpation d'identité par intelligence artificielle, ce n'est pas seulement pour faire des arnaques et dérober de l'argent, ça concerne aussi les plus hautes sphères politiques. Un pirate s'est fait passer pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Enfin, tant qu'on est dans les supercheries par IA, eh bien on va s'intéresser à un groupe de musique qui cartonne sur les plateformes d'écoute, mais qui pourtant n'existe pas. Du côté des interviews de la semaine, gros plan sur le biohacking. Rien à voir avec l'agriculture, c'est la meilleure façon de rester en forme grâce aux technologies numériques. Vous entendrez un adepte de cette discipline, Arnaud Roger. Et puis une autre forme de bio, les bioprocesseurs à base de neurones humains. C'est ce que propose la société Final Spark. Explication dans cette émission. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo du 12 juillet 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Salut, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde Numérique, l'hebdo. Comme chaque samedi, 50 minutes de news, d'interviews consacrées au meilleur de la tech. Et même en plein cœur de l'été, vous êtes peut-être d'ailleurs en vacances. C'est un épisode un peu particulier quand même cette semaine, un épisode spécial été, donc, car il faut prendre un peu de vacances et donc le programme est un petit peu allégé. Si vous êtes un habitué de ce podcast, eh bien cette semaine, vous le verrez dans un instant, pas de séquence actu à proprement parler. Mais le meilleur reste à venir malgré tout, car en contrepartie, eh bien, je vous propose un super débrief transatlantique avec mon camarade Bruno Guglielminetti, au cours duquel on va passer en revue un certain nombre de sujets d'actualité de la semaine. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, et d'ailleurs ce sera le cas pendant une bonne partie de l'été, des rediffusions des meilleures interviews de Monde Numérique. On viendra sur des sujets particulièrement intéressants, et les rediffusions, ça a toujours un certain intérêt, en fait, parce que d'abord, ça permet d'écouter des interviews que vous n'avez peut-être pas pu entendre au moment de leur diffusion initiale, mais surtout, c'est l'occasion de prendre du recul, de voir si certains sujets ont évolué ou pas, et au final, de mieux comprendre la technologie. Le débrief transatlantique. Alors c'est parti pour ce débrief transatlantique premier de l'été. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Beyrouth. Et oui, on ne peut rien te cacher, mon cher Bruno. En effet, je suis au Liban pour les vacances. Voilà, mon cœur étant parti au Liban et donc je viens assez régulièrement. En fait, voilà, vous savez tout. Oh, tu fais bien. Voilà. Il fait très chaud. Inutile de te le préciser. Exceptionnel. Ouais, dans plus d'un sens là, j'imagine. Bruno, on a beaucoup d'actu cette semaine, bien que ce soit l'été. On a de la chance parce qu'il se passe plein de choses. Et évidemment, on est obligé de commencer par X, qui truste à lui tout seul l'actualité, avec encore son intelligence artificielle Grok qui a fait des siennes. Et la toute dernière news dans ce domaine, c'est quand même la sortie de Grok 4, présentée par Elon Musk. Et apparemment, c'est une machine de guerre, ce truc. Écoute, la présentation a été faite tard, l'équivalent, c'est quoi? C'est 20h, heure de Californie. Donc, déjà sur la côte Est, moi, il était tard. Pour vous, Et puis, chez tard. vous étiez en train de dormir. Complètement. Mais effectivement, on présente l'évolution de Grok et j'ai l'impression. On a mis une barrière à l'entrée et je ne sais pas si, puis je vais en parler tout de suite parce que ça va teinter un peu mes commentaires, mais la vraie formule de Grok 4 où ça devient intéressant, c'est uniquement pour les gens qui vont être capables de débourser 300 $ où on va avoir la possibilité de travailler avec une IA selon XAI et Elon Musk, mais qui est super intelligente. Ouais. Là. 300 $, ouais, tu l'as dit. Et là, Parce qu'il y a deux versions, hein, c'est ça. Oui. Il y a Grok 4 et il y a Grok 4 Heavy.
donc le lourd, le gros, et c'est celui-là qui va coûter 300 $ par mois. Exactement et donc dans le Grok 4 qui sera disponible, ou par l'interface de X ou par son interface à elle, c'est une évolution, mais j'ai pas l'impression qu'on va sentir un grand changement, de 3 à 4 et Mmh. c'est vraiment dans la version heavy, la version lourde que là, ça se passe parce que là, on a investi énormément d'efforts. Je vous D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, vous allez faire un tour sur X si vous y avez encore accès. Sinon, vous passerez par mon carnet, l'article, j'ai mis la vidéo qui est là. Et vous avez la présentation qui est faite avec les 2 experts qui ont travaillé Mmh. sur son évolution. Vous avez une tonne de graphiques pour montrer maintenant la complexité de ce que l'IA est capable, le LLM est capable de générer, de faire, des pirouettes, des saltos, sauf qu'il faut vraiment sortir son portefeuille pour avoir accès à ça. Puis là, Et c'est évidemment, va falloir laisser le temps pour qu'il y ait des bancs d'essai par des firmes spécialisées dans la chose pour voir comment ça se comporte maintenant et ça se compare aux versions évoluées de Gemini ou même les versions spécialisées là, de ChatGPT ou Claude. Et tu as raison de parler de la présentation. C'était vraiment une présentation, en rupture totale avec ce qu'on peut voir parfois dans la tech, où c'est des choses très polies, très, marketées, avec, des beaux PowerPoint qui font rêver. Là, c'était les ingénieurs qui ont les mains dans le cambouis, qui savent Ouais. pas forcément bien s'exprimer devant la caméra. Enfin, il y avait Elon Musk quand même aussi, hein, Ah oui, oui, ben, qui était et là dès le départ, oui, et qui c'était animait un très peu. hardcore, on va dire. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai Oui, eu mais des c'est dans le retours. noir, il y avait quelque chose Ouais, de très austère là-dedans. Tu avais l'impression d'être branché sur le dark web pour essayer d'avoir accès à quelque chose. Mais tu ouais, sais, cette présentation-là, déshabillée, très simple, elle me fait penser à ce que OpenAI nous a habitués à faire, hein, tout où, à fait, il y a trois quatre absolument. pelés qui sont là, 2 pondus, Bah, tondus. ça s'adresse à des, à des pros, en fait, Oui, hein, oui, oui. soit à vraiment à des informaticiens spécialisés en intelligence artificielle, enfin Ils n'ont pas et besoin donc d'artifice, hein, on veut savoir, on veut avoir la viande, on veut savoir ce que ça fait, ouais. ouais. Alors, si j'ai bien compris, donc la prouesse, c'est qu'en fait, notamment le Grok 4 Heavy, il sera évidemment ultra puissant, il sera multimodal, donc il pourra traiter aussi Aussi, bien il du prend tous texte, les des fichiers. images, du son et cetera, en entrée, en sortie et cetera, et il parle là encore, un peu comme chez OpenAI, de raisonnement structuré, et en fait, ce sont plusieurs IA qui sont agrégées. C'est-à-dire qu'il compare ça, un peu à un collège d'experts. Quand on lui demande un travail, c'est pas comme s'il y avait une personne qui réfléchissait à ce travail, mais c'est plusieurs personnes qui vont faire des raisonnements qui ensuite vont assembler leurs conclusions, hein. Ouais, puis j'ai trouvé ça c'est intéressant que tu le mentionnes parce que j'ai entendu ça cette semaine, mais je me souviens plus de où, mais il y avait une boîte qui utilisait justement maintenant pour travailler sur certains dossiers, qui allait interpeller avec la même requête, allait interpeller différentes IA de différentes entreprises pour voir à quoi ils arrivaient, justement pour avoir l'impression d'avoir plusieurs experts autour d'une même table avec différents points de vue, différentes approches, comme dans la vraie vie quand tu vas chercher 3 ou 4 spécialistes et que tu les amènes autour d'une table, la pizza et le verre d'eau en moins, tu roules avec justement des approches qui sont différentes et ça, je trouve ça très habile de la part des gens de xAI d'avoir fait ça à même leur outil. Tout à fait, et c'est aussi la démarche un peu de la super intelligence, artificielle médicale de Microsoft, hein, qui a été présentée il y a 8 ou 10 jours, et pareil, c'est l'idée de faire travailler ensemble plusieurs LLM. Bruno, ça arrive dans un certain contexte, un contexte pour X, on va en parler dans une seconde, mais aussi dans un contexte pour la concurrence, parce que OpenAI aussi prépare lui sa super intelligence. Alors c'est marrant parce qu'il parle pas GPT-5? encore, oui voilà, GPT-5, on sait, c'est pour quand? Tu as la date ou pas? Non, ils n'ont pas donné de date. Je cherchais, j'en parlais, cette semaine là, dans 120 secondes de tech et puis, la date, on sait que c'est bientôt, mais ils n'ont pas Mmh. défini de date. Oui, on sent qu'il se tire la bourre, quoi, hein, comme Ah ben d'habitude, oui. voilà, et c'est peut-être parce que GPT-5, est en approche que, comme par hasard, Grok, 4, arrive juste maintenant, et cetera, et cetera, et puis il y a aussi cette nouvelle tendance qui est de sortir des navigateurs collés et plaqués sur les outils, d'intelligence artificielle. Ouais et ça, on savait que Perplexity, était en train de travailler un. Ben, officiellement, maintenant, c'est lancé. On peut encore là, il faut sortir des sous pour accéder à Comet de Perplexity. Comet, Mais ouais, donc c'est ça.
c'est une façon revisitée de, naviguer sur le web avec une IA qui vous permet même, puis j'en parlais à un moment donné, quelque part cette semaine, je sais plus où, j'ai trop de plateformes, mais je racontais que ce qui est intéressant avec Comet, c'est que tu as l'impression de naviguer avec des agents IA et donc il y a une partie de ton furteur qui est capable de remplir des formulaires à ta place. Bon, il y a Ouais. des gens qui vont dire: «Ben oui, mais c'est pas nouveau, quand je me promène avec, un furteur Safari ou Google, ça va me générer les espaces de requête». Oui, sauf que c'est beaucoup plus intelligent et ça se trompe très peu souvent, mais il y a une IA là-dedans qui peut même te permettre de faire des réservations aussi Mmh. et là, après, ça sera de savoir, quel est votre degré d'ouverture par rapport à laisser votre marge de risque par rapport à laisser, votre furteur, faire tout ça pour vous. Mais maintenant, c'est possible avec ça. Ouais, c'est dingue. Et ça, c'est C'est Comet et de l'autre côté, il y a, OpenAI, c'est ça et qui eux ChatGPT. disent, ben, notre furteur arrive bientôt. Ouais. Ce que tu appelles furteur, c'est ce que nous on appelle navigateur, hein. Ouais, le chien de navigation. Ouais, Et voilà, et que les Américains appellent browser. Non, mais c'est sympa. Mais écoute, moi je suis sûr que ça comme va dans bien Big marcher. Brother. Comme non, pas browser, pas brother, c'est Big Brother. Mais je pense que ça va marcher parce que, il y a des habitudes qui sont déjà en train de se prendre. Là, il y a un sondage qui est sorti il y a pas longtemps en France, qui disait que déjà 28 des Français effectuent leurs recherches, non plus sur Google, mais d'abord sur des outils d'intelligence artificielle. Et cette semaine, on vient de passer à travers d'ailleurs, j'en parle un petit peu plus tard dans mon podcast, on vient de passer à travers le Prime Day. Ben, le Mmh. Prime Day, la grosse nouveauté cette année, c'était l'utilisation de l'intelligence artificielle pour Ouais, aller chercher de sur l'information sur les Amazon produits. donc. Ouais, mais sur Amazon, mais aussi les autres, pour aller chercher des informations et même demander à certaines IA ou des agents IA qu'on pouvait programmer. Il y en avait même qui étaient disponibles gratuitement, où on disait ce qui nous intéressait, un système d'alerte. Hein. On n'a rien réinventé, là, Mmh. mais là, c'était fait avec l'IA. Et donc, à un moment donné, dans la journée, quand le prix fluctuait, ben, poup, on était alerté tout de suite. Et Génial. si vous aviez eu l'audace de mettre votre carte de crédit dans le système, ça pouvait l'acheter à votre place. Bon Alors, on ça, est je sais rendu pas, là. voilà, est-ce que, là, il y aura peut-être quand même une petite barrière psychologique à franchir, hein, pour Eh beaucoup oui, de gens. ben Mais, oui. cela dit, ce sera jamais il y a peu de chances qu'on donne complètement, blanc-seing, à une IA. Il y aura toujours un moment où on validera. En tout cas, il y aura la possibilité qui sera offerte de valider. Sinon, il y a Encore votre un mot. banquier qui va vous téléphoner. Ouais, exactement. Encore un mot au niveau de la concurrence, Bruno. Moi, j'ai reçu là, juste avant qu'on se parle, un communiqué de Google qui annonce aussi la sortie en France d'un truc qui s'appelle Google AI Ultra. Et en fait, c'est quoi? C'est une espèce de package avec, c'est la corbeille de la mariée de Google, si tu veux. Si tu veux, tu Qu'est-ce que peux. ça comprend? Alors ça comprend la toute dernière version de Gemini, donc l'IA made in Google, Oui. VO3, le super outil qui fait des trucs de vidéo, Flow, le système qui permet de faire vraiment, comme son nom l'indique, de créer des process, enfin des flux de génération de vidéos, etc., et audio bien sûr. YouTube Premium, allez, je vous mets aussi du YouTube Premium, et puis je vais vous mettre aussi 30 gigas de stockage si ça vous branche, et puis oh bah allez, écoutez, pour le même prix, je vais vous mettre Notebook LM, hein, et puis je vais vous mettre aussi Gemini dans Gmail, Google Doc et compagnie. Ouais, mais Et à quel tout prix tu cela vas nous mettre ça là-dedans? tout cela pour la bagatelle de 274,99 € par mois. Aïe, 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 Tu aïe. as vu le niveau de prix qu'on a atteint désormais avec ces trucs-là. Donc On maintenant est la norme on est c'est 200, passé 300 €, 300 $. ouais. Puis tu vois, juste la semaine où ils ont annoncé, la VE3 et puis, d'autres outils là d'autres générations de Gemini, ils avaient fait des packages à d 200 ou Mmh, pas 200 mmh. pardon, 20 où, ils te donnaient accès à ces 2 nouveautés-là. J'avoue que je suis bien content de l'avoir signé à ce moment-là parce que mon prix est barré. Mais effectivement, à un moment donné, on commence à regarder, qu'est-ce qu'on veut. Puis ce genre de trousse-là, d'offres-là, c'est ce qu'on va avoir de plus en plus, là. Bah, Tu vois? après si des gens sont prêts à payer, c'est qu'ils estiment qu'ils en ont le besoin, et c'est surtout ça. Et est-ce que Oui, ça parce que va ça leur permet de gagner du temps et ça leur permet d'être plus évidemment, productifs. Tu bien sais, tu sûr. regardes, le Perplexity, là, on parlait de Comet, il est accessible dans leur forfait max, mais ce forfait-là, c'est 200 par mois. Mmh mh. Alors si tu es un super utilisateur de Perplexity, ça vaut la peine. Ouais. Mais bon, encore là, c'est pas le commun des mortels qui va pouvoir se payer ça.
Et là, on parle de prix de licence individuelle. Je sais pas combien ça Ouais, coûte, par pour exemple, les entreprises, pour ouais. les entreprises, hein, tu vois? Parce que quand Microsoft avait sorti Copilot pour les entreprises, avec des licences à $30 par Ben poste et oui. par mois, on a dit: «Oh là là, mais ils sont fous, c'est hors de prix, c'est» et d'ailleurs, ils ont du mal à les vendre, enfin à à ce que les entreprises renouvellent leur abonnement. Donc là, je sais pas ce que ça donne ces Mais prix-là mais pour pendant que tu es sur Google, il y a une autre annonce pour le commun des mortels qui vit pas, en Europe là ou en France, mmh. dans ton cas. Il y a quand même, Google a annoncé cette semaine, que Gemini arrivait, puis ça, je voulais absolument te le mentionner pour que les gens qui sont propriétaires de la chose, si vous avez une montre, Google, donc une Pixel Watch, Mmh. ben, maintenant le Gemini arrive dessus. Ah ouais! Ouais, et il sera disponible à partir de tout ce qui est, Wear OS, là, le système d'exploitation pour, tout ce qui est, je vais dire, Oui, tous les trucs embarqué, là. que tu portes sur toi, tous Ouais, 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 ouais. les wearables, comme on dit en France. Exactement comme en français vous le dites. Je sais que tu essayais d'éviter le mot. J'ai essayé, mais bon, il est trop Les tard. Donc objets connectés, portables, au système d'exploitation portable, oui. Ou, mais donc c'est ça. Alors, le Gemini arrive là-dessus. Alors j'ai hâte de voir les gens se promener dans la rue et parler avec et leur parler montre. à leur monde. Bah ouais, mais écoute, Et c'est ce pendant ce que temps-là, où est Apple mais Intelligence sur exactement. la Où est Apple Siri? Watch? Parce que moi, chaque fois que je parle à Siri sur ma montre ou sur mon téléphone, bon, enfin, on va pas refaire les trucs, Quelle mais perte de temps, on il change de comprend plus sujet. rien. Ouais, Ouais. tout à fait. Bon, Bruno, pour revenir à X, donc cette semaine aussi, On est et toujours toujours dans à X. propos de on est toujours dans X et on est toujours par rapport à Grok. Grosse polémique parce que Grok a pété les plombs. Grok s'est pris pour un nazi. Grok a chanté les louanges d'Adolf Hitler. Grok a sorti les pires insanités antisémites. Pas seulement des théories racistes à droite à gauche, des trucs pas du tout politiquement corrects. Alors je pense qu'il faut qu'on explique à nos auditeurs ce qui s'est passé. Avant de passer à la suite de Monde Numérique, un mot d'une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu d'une manière complètement nouvelle sur Internet, en dehors du cadre d'un navigateur. Il s'agit de Frogans, partenaire de Monde Numérique. Frogans permet de créer des sites légers, fonctionnant sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, ordinateur, tablette, casque de réalité virtuelle, etc. Frogans est une technologie libre et ouverte qui repose sur un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Frogans fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette innovation. Pour mieux comprendre à quoi ressemble Frogans, retrouvez mon interview du cofondateur Alexis Tamas en audio sur le fil de ce podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et pour tout savoir sur Frogans, rendez-vous sur le site f2r2.fr, f2r2.fr. Ben, c'est parti. En tout cas, l'histoire dont on a parlé, le plus, c'est qu'à un moment donné, il y a justement une utilisatrice de Grok, Sandy, Steinberg, qui, a été ciblée par, les réponses de Grok, suite à des commentaires qu'elle avait publiés. Et là, Grok s'est mis, à faire des amalgames avec cette personne-là. Et tu avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui, n'aime pas nécessairement, la communauté juive, qui répondait. Mmh. Et là puis ce qui est, pernicieux dans cette histoire-là, c'est qu'il y avait une réponse qui se tenait, sauf qu'il a commencé à rajouter des informations qui, là, faisaient de lui vraiment un raciste, Oui, en qu'on lui avait pas superpuissance. demandé en fait. Non, exactement. Et là, tu dis: «Mais ça vient d'où ça?» Parce que la première réponse, bon, c'est un jugement de valeur, mais ça s'arrête là. Mais là, il rajoutait des couches. Et puis après, on a vu d'autres histoires comme ça qui sont arrivées. Et c'est un peu comme, j'allais dire la famille des Moi aussi, là. Une fois qu'on commence à sortir de cette histoire-là, on voit apparaître d'autres incidents qui sont arrivés où les gens en ont plus ou moins parlé parce qu'ils ont Mmh, dit, mmh, mmh. bon, ils ont été surpris, mais ils en ont pas fait tout un plat. Mais voyant qu'il commençait à y avoir une débâcle, ben, là, on s'est mis à publier sur les réseaux sociaux d'autres cas, d'autres histoires où c'est arrivé comme ça. Ouais. Et là, ça fait qu'à la fin de la journée, à force, moi, j'ai vu 5-6 cas majeurs là, apparaître et qui mettaient Grok dans les beaux draps. Ouais. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, d'une part, Elon Musk a toujours dit effectivement qu'il voulait que Grok soit une IA anti-woke, entre guillemets, La hein, qui est, liberté de parole. voilà, le free speech dans toute sa splendeur. Donc, il le présentait comme quelque chose qui aurait moins Le filtre. de filtres que ChatGPT, par exemple. Et en plus, il venait d'annoncer une mise à jour.
de Grok. Parce qu'en fait, la version qui a déraillé, c'est une version La qui a été 3. mise en ligne, c'est la 3, mais améliorée, qui a été retouchée et qui a été mise en ligne au mois de juillet. Ouais. Et donc voilà, et après, il y a quand même eu des correctifs très vite. C'est-à-dire que tout le monde est déjà, il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi, qui ont été repérés, etc. Et ils ont quand même assez vite rectifié le tir. Mais je sais pas comment ça se passe de ton côté de l'Atlantique, mais moi, je vois ici en France, alors bon, je suis pas en France là aujourd'hui, mais évidemment, je reste Si connecté, tu je regardes suis vers ça là, très ouais. très près. Si je retourne un peu la tête sur la gauche, je vois très très bien ce qui se passe. Et alors ça y est, chez nous, c'est n'importe quoi, parce que ça a été une Ah là, récupération c'est politique. ça. Ah ouais. Ça parti. J'ai vu passer des tweets, mais hallucinants, de responsables politiques que je ne nommerai pas, qui en fait, qui parlent de Grok comme si c'était une personne. Tu vois, en disant que Ben, même les titres de certains médias mais français. oui, mais c'est complètement Ah fou. oui. Alors, on voit ce qu'il y a derrière. En fait, c'est pour se payer Elon Musk, parce que Elon Musk, de toute façon, c'est l'homme à abattre vu de France. Donc, si Grok est antisémite, ça veut dire que Elon Musk est antisémite. Rappelez-vous, il avait fait le salut nazi, etc. Bon, moi, je trouve ça surréaliste. Et encore une fois, c'est pas pour prendre la défense d'Elon Musk. Et je comprends que ces propos, c'est pas des propos d'ailleurs, que ces mots apparaissant sur les écrans aient pu choquer évidemment beaucoup de Ben oui. personnes, et c'est très choquant. Mais attention, les amis, mais il faut raison garder. C'est une IA. De quoi on parle? C'est du software et c'est une machine. C'est pas Il Elon assemble Musk. une suite de mots Mais qui semblent faire du exactement. sens. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est n'importe quoi. En fait, Ouais. et je te dis, il y a une récupération politique enfin, que je trouve odieuse, parce que sous prétexte de vouloir se payer Elon Musk et tout ce qu'il représente, on dit n'importe quoi, et ça donne une image de la technologie, une vision des choses totalement enfin totalement déviée en réalité, je trouve. Ouais. Voilà. Mais bon, là, ça se produira plus parce qu'il y a Grok 4. Bah oui, on verra si Grok 4 est plus. Mais cela dit, c'est intéressant en plus Mais il de y a personne qui est comprendre. à l'abri de ce genre de dérive-là. Mais exactement. Mais de toute C'est façon, ça. l'IA hallucine, hein, on n'arrête pas de le répéter, que ce soit aussi pour les images, pour plein de choses. Et c'est vrai que c'est très difficile de lui lâcher la bride. Donc effectivement, de moins le filtrer au niveau du fine tuning, sans tout en évitant qu'il dérape. Mais moi, j'ai remarqué un truc aussi sur X, c'est que attention, c'est pas innocent tout ça. Tous les posts où Grok dérape et dit n'importe quoi, pourquoi il fait ça? C'est toujours en réponse à des propos ou à des profils qui eux-mêmes sont loin d'être Tout à fait. irréprochables. Tout à Ce fait. sont généralement des gens qui sont extrêmement provocateurs, extrêmement haineux, etc., qui sollicitent Grok, ou bien c'est dans des discussions où il y a des gens qui ont des profils hyper provocateurs. Hein, si tu remontes les profils des gens, les fils, etc., tu vois qui sont ces gens-là. Et Grok, c'est pas une intelligence, enfin, c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est pas de l'intelligence, faut le rappeler, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, et il s'adapte. Et ce que fait le mieux une intelligence artificielle, c'est dire ce qu'on a envie d'entendre. Ben, Donc surtout il qu'elle est est programmée pour ça. mais voilà, donc il est au milieu d'un troupeau de complotistes, il va parler comme un complotiste. Et Exactement. voilà. Ouais. Bon. Mais merci pour cette précision. On le dit Non, pas mais assez souvent. ça m'a énervé Ah parce ouais. que Ah, voilà. ça paraît pas. Moi, j'aime pas quand on quitte la raison, si tu veux. Quand on rentre dans le champ de la déraison, et en plus, souvent pour de mauvaises raisons, encore une fois, c'est-à-dire de la récupération politique pour servir son discours, sa paroisse, etc. Bon, autre chose, est-ce que tu crois que c'est à cause de tout ça que Linda Iaccarino a claqué la porte? Ben, au début, je me disais peut-être, mais finalement, avant la débâcle, et c'est le New York Times qui en parle, au début de la semaine, même je pense que c'est en fin de la semaine passée, Linda Iaccarino parlait déjà avec des collègues, d'un départ de X. Alors, Et on va moi, dire, on va rappeler, pardon Bruno, on oui. rappelle qui est Linda Iaccarino. C'était donc la Ben, c'est la numéro directrice générale, c'est la grande patronne officiellement, administrativement du de réseau X. X que, Voilà. Elon Musk a été chercher il y a 2 ans, et c'était quelqu'un qui était très estimé du domaine du marketing, de la publicité aux États-Unis. C'était une grande patronne de l'empire, NBC Universal, et là donc, elle a été passée 2 ans là. Elle a fait beaucoup de travail sur l'image de X, et ça, je pense que tout le monde, l'a vu, mais de l'autre côté, si on regarde le contexte où ça s'est passé, c'est que
récemment, puis ça, on en a parlé, mais pas tant que ça. Quand même, n'est plus une entité à elle, elle a été vendue à XAI et donc à Ouais. partir de ce moment-là, là, elle devient la patronne, mais d'une entité où il y a un patron qui est le patron a toujours été là, mais elle n'est plus la patronne d'une entreprise. Elle Ouais. est comme la directrice d'un service qui appartient à XAI, dont le patron est Elon Musk. Vous me direz: «Oui, mais le propriétaire de X, c'était Elon Musk aussi et ça l'est toujours». Vous avez raison, sauf que lorsqu'ils ont pris leur entente au départ, c'était clair que lui, il faisait ses trucs, de son côté, il faisait la recherche, du développement et elle menait la barque. Et Et c'est pour surtout ça pour le qu'elle a commercial. Elle était censée exactement. faire revenir les annonceurs. Et ce boulot-là, elle l'a fait. Mais de l'autre côté, ben, à un moment donné, quand il y a eu un mariage des 2 et que X n'était maintenant qu'une plus petite entité, du groupe XAI, ben, là, à un moment donné, je pense qu'il y a des vues qui ont divergé. Puis elle s'est dit: «C'est peut-être le moment de quitter le bateau avant qu'on aille ailleurs». Mmh, mmh mh. Ouais. Ouais, c'est peut-être beaucoup plus pour des raisons, effectivement, tu as raison, comme ça, de management, de hiérarchie, de business, d'organisation de travail, qu'autre chose, hein. Et c'est peut-être de quitter avec le peu de crédibilité qui lui reste, Ouais. parce qu'à force non, mais à force d'essayer, de défendre sur la place publique, c'est elle, hein. Elon Musk, quand il y a un problème, là, il envoie quand il envoie, il envoie une petite publication sur son réseau, c'est fini là. Mais c'est elle qui se tapait les grandes conférences dans toutes les grandes les grands événements de Bien sûr. marketing et de communication aux États-Unis et c'est elle qui, pendant 30 minutes, devait, tenter de répondre aux questions de tout le monde qui voulait, les accuser des pires crimes sur la planète. À un moment donné, quelqu'un se tanne de ça, là. Et puis, voyant que du côté d'Elon Musk, son grand patron, ben là, maintenant, il a parti, son parti politique, a dit: «Mes affaires sont pas réglées. Moi, je pense que c'est le temps de changer d'entreprise». Ouais, C'est tout. tout à fait. Ouais. Bon, voilà Comment tu pour vois ça, X. toi? Mais, oh, bah, écoute, moi, je j'ai pas vraiment je suis pas dans les petits papiers, d'Elon Musk, donc je ne sais Ouais. pas Non, mais exactement là, il ni faut que tu bifurques ni ta tête était vers la France, mais tourne-toi un peu vers l'Amérique, là. ouais, oh, bah, c'est encore plus loin. Tu sais qu'il y a entre nous, actuellement, il y a un océan et un continent, c'est pas mal quand même, Ouais. hein? Et C'est pourtant, on se parle. et C'est beau la pourtant, c'est comme si on technologie, hein? était côte à côte, c'est magnifique. Ouais. Bon, non, mais je te propose qu'on referme le sujet OK. X, hein, D'accord. voilà. Et s'il Pas de nous reste un commentaire. peu de temps et il faut qu'on prenne le temps pour parler, il y a encore plein d'autres sujets, Ben mais oui, il y en a notamment, plein de trucs cette semaine. allez, on va aller un peu plus vite si tu es d'accord, sur, Apple, qui apparemment aurait l'intention de peut-être, retoucher un petit peu, cette fameuse magnifique interface qu'ils sont en train de nous préparer, qui est pour l'instant uniquement qui a été présentée au mois de juin, qui pour l'instant n'est encore qu'en version bêta, mais avant même la sortie officielle, voilà qu'ils seraient en train de retoucher le système qui s'appelle Liquid Glass, qui est donc cette espèce de nouvelle esthétique, qui devra arriver sur l'iPhone notamment, avec des boutons un peu transparents. Mais c'est quoi? Donc finalement, ils laissent tomber là dans les dernières versions de la bêta, c'est plus exactement ce qui avait été présenté en juin. Ben, ce qui avait marqué l'imagination des gens, en tout cas du public qui était là, puis les gens qui ont vu les démonstrations, c'était justement l'effet de transparence du système d'exploitation, en tout cas de l'interface du système d'exploitation sur le téléphone. Donc, tu étais sur une application, puis tu pouvais bouger, puis boum, puis il y avait des boutons qui apparaissaient sur, ton téléphone, sur ton écran, Mmh. mais sans rien enlever derrière. Le problème, c'est la réaction des designers de toutes ces millions d'applications-là qui se disent: «Ouais, mais là, vous êtes en train de défaire ce qu'on est en train de faire, là». Mmh. Faut comprendre, hein, quand on développe une application, il y a toute une interface qui est pensée pour arriver à créer des gestes, pour à donner une expérience à l'utilisateur. Ouais. Et là, du jour au lendemain, Apple arrive avec, son approche de Liquid Glass. «Ben oui, on va faire apparaître nos boutons là, alors, ça sera plus tassé, ça va être par-dessus ce que vous êtes en train de faire, puis à modifier vos affaires, arrangez-vous avec, le problème parce que nous, c'est l'approche qu'on arrive». Alors d'une part, ça a été ça, il y a eu énormément de grogne du côté des développeurs, puis de l'autre côté, ça a été des usagers. Parce que bien que l'effet peut être intéressant, c'est pas, C'est pas c'est pas super au ouais, oui, c'est pas c'est au ça. point. Enfin, C'est c'est pas un au peu point, bizarre. puis c'est pas naturel de voir à un moment donné, tu sais, des puis là, ça, c'est beau quand si tu as une bonne vue, mais il y a des gens qui ont des problèmes avec leur vue, là, moi, j'ai l'impression qu'ils vont les chercher longtemps, les boutons qui sont en surimpression sur d'autres applications qu'ils voient. Il y a bien des gens qui vont passer à côté. Alors c'est une bonne chose, je pense, de voir que d'ici la sortie de iOS 26, qui est la nouvelle appellation du système d'exploitation qui va sortir, cet automne, là, ben là, on va revoir Liquid Glass et peut-être que ça sera moins Liquid Glass que Ce sera ce qu'on avait vu lors de la présentation. ce sera peut-être liquide, mais ce sera moins glace, quoi.
ou l'inverse. Ouais, On parce que verra. l'idée, c'est de faire une espèce de verre transparent, hein, donc on a l'impression que les boutons sont posés sur le verre, et cetera. Bon, on veut donner une fluidité d'expérience, hein, c'est pour ça qu'on parle de liquid Voilà. glass, là, mais bon. Bon, bah, écoute, on verra bien, hein. De toute façon, la version finale donc sortira en septembre, hein, pour nous et dans les évolutions de la version bêta, effectivement, on a l'impression qu'il y a un peu moins de transparence et des choses qui commencent un peu à s'assombrir, mais comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus visible. Ouais, puis d'ici septembre, il y a peut-être 1 ou 2 petites versions bêta qui vont apparaître, fait qu'on va déjà avoir une bonne idée. Ouais. Après, c'est le rôle d'une bêta, justement, de se frotter à la Oui, réalité, y oui, compris aux oui, oui, oui. développeurs, et donc d'évoluer et de pas forcément, ressembler à ce qui arrivera, en Et c'est aussi version ça finale. qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des gens qui sont, quand une fois que le produit sort pour tout le monde, en version officielle, finale, et puis se souviennent de ce qu'ils avaient entendu par des gens quand il y a eu la présentation au début, Mmh. des mois auparavant, ils se disent: «Ouais, mais c'est pas ça qu'ils avaient annoncé». Ben non, mais justement, on a annoncé ce qu'on veut faire, maintenant on le teste en bêta et puis en fonction des réactions des utilisateurs, on ajuste pour que l'expérience soit, elle soit bonne. Ouais. Bruno, de ton côté toujours de l'Atlantique, une drôle d'affaire, cette semaine. C'est une affaire on va appeler ça de la cybercriminalité assistée par intelligence artificielle et en plus dans le champ politique, un escroc a réussi à cloner, enfin ça c'est pas très dur aujourd'hui, hein, la voix de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, mais surtout à passer des appels, alors principalement sur la messagerie Signal, enfin des appels, pas des appels, il envoyait des messages textes, mais là il n'a pas besoin de cloner sa voix, mais aussi il envoyait des voice, enfin des messages audio Oui, qui exactement. reproduisaient la voix de Marco Rubio et apparemment il a trompé son monde et évidemment comme c'est le secrétaire d'État américain, bah, assez, spectaculaire, voire inquiétant cette histoire-là. Oui, puis c'est de voir les gens qu'il a ciblés avec, cette, interprétation, cette imitation du secrétaire d'État. Il a contacté 3 ministres des Affaires étrangères de d'autres pays. Il a contacté un gouverneur américain puis un membre du Congrès et Dingue. les 5, il les a bernés. Waouh! Ah, c'est pour te dire et là, évidemment, ça met le frisson dans le dos parce que les gens qu'ils ont reçus, on a entendu un petit peu, d'histoire là, entre les branches, mais les gens, qui se sont fait contacter, bon, ben, ils recevaient un message de Marco Rubio @state.gov, une adresse qui a l'air vraie. Après, ils entendaient la voix de Rubio, la voix avait l'air vraie. Les propos, ben, ça parlait de dossiers que normalement, les ministres et les gens qui étaient interpellés au Capitole américain, connaissaient. Alors évidemment, tout était là pour les berner et ça rappelle, ce qui s'était passé en Asie il y a quelques mois, où, il y a un employé d'une grande banque qui a fait un virement bancaire parce qu'il a été victime d'un hyper-trucage comme ça, où son patron, semblait-il, lui demandait de faire un virement de 20 millions, Mais ce ça qu'il a on fait appelle ce qu'on appelle les arnaques au président. C'est un grand exactement classique. et donc ça, c'est un classique. Mais là, de le voir appliqué à un politicien, là, c'est autre chose et ça peut que faire frissonner les gens parce qu'on se dit je ris, mais c'est pas drôle. Mais là, écoute, c'est le secrétaire d'État, c'est la personne qui représente les États-Unis officiellement à l'étranger, quoique Trump, représente pas mal plus de ce temps-là, le pays, auprès des étrangers. Mais c'est quand même la personne qui est le porte-voix officiel du Bien pays. sûr, bien sûr. Alors, Tu imagines, s'il déc oui, il appelle un autre ministre des Affaires étrangères, voilà: «Ouais, salut, c'est Marco, dis-moi qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine en Afghanistan?» ou ben oui, ben qu'est-ce que vous justement, faites là par rapport à Gaza et tout, où je C'est quoi voulais votre juste avertir. stratégie?» Puis imagine, tu sais, je voulais juste avertir un appel de courtoisie pour t'aviser qu'on va faire une opération à tel endroit et Ouais, là se décline tout le reste. «Ah ouais, mais nous, on pensait que, vous dingue. alliez faire vraiment une attaque». Alors on s'est préparé à l'avance puis on a attaqué les premiers. Mais tu sais, en plus, je trouve que je pense que malheureusement le personnel politique et y compris à très haut niveau, C'est ça le problème. n'est pas forcément ce qui se fait de mieux en matière de connaissance du numérique et de, risques cyber. On voit qu'ils se sont fait berner, on est obligé de leur mettre des téléphones cryptés, des trucs et tout, mais ils n'ont absolument pas la culture de la cybersécurité et donc paradoxalement, je pense que c'est un public qui peut être tout à fait berné par ce genre de choses, en fait. Et d'autant plus, je trouvais ça intéressant parce que dans l'opération qu'ils ont fait, d'usurpation d'identité, chaque fois, ils essayaient d'inviter les gens à poursuivre la discussion sur Signal.
Signal, Ouais. qui est le réseau qui a été utilisé dans la première histoire dont on a parlé de l'administration américaine, qui a été reconnu comme étant piratable et dans certains cas piraté pour capter des conversations. Alors, on ramène ces gens-là, mais je ne peux pas croire qu'encore aujourd'hui, il y a des politiciens qui vont sur Signal pour avoir des conversations. Bah oui, mais parce que comme c'est présenté comme une messagerie, hyper sécurisée et cetera, voilà, l'idée est plus forte que la réalité, quoi. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler d'un politique ou d'un chef d'État. Je pense que ça va être le prochain qu'on va voir dans le viseur, là, Ouais. qui va se faire prendre dans une histoire comme ça. Mais en parallèle, je te dirais qu'au Canada, il y a eu une alerte qui a été mise d'une agence de sécurité canadienne officielle là, Ouais. qui travaille pour le gouvernement, justement aux citoyens, qu'il y avait des usurpateurs de voix comme ça qui téléphonaient par voie de téléphone, se faisant passer par des politiciens, des gens d'affaires connus ou des Ah ouais. personnalités pour leur extorquer de l'argent. Et ça découle il y a un mois, une alerte qui a été lancée par le FBI aux États-Unis. Et ça se fait autant maintenant en français qu'en anglais. Alors, non, c'est pas Non, c'est jojo. hyper inquiétant. Bah, nous, Ouais. l'arnaque à la mode, puisqu'on en parle chez nous, elle est plus par SMS. Elle est hyper classique, mais elle marche apparemment très bien. Ça fait des ravages. C'est les faux livreurs. Du genre, voilà, tu reçois un premier SMS qui te dit bonjour, vous êtes chez vous? Alors tu réponds, tu dis oui, enfin quoi, c'est pourquoi, t'es qui, etc. Et non, non, c'est le livreur, mais voilà, je voulais vous dire que votre colis rentre pas dans la boîte aux lettres. Donc, pour reprogrammer la livraison, vous cliquez sur le lien là. Ben ouais. Évidemment, si on clique sur le lien, t'imagines ce qui se passe. Et s'il y en Donc, a seulement 1 sur 10 qui clique bah, bien ou 1 sûr, sur 100 parce qu'il y parce a un colis qu'après, effectivement qui voilà, l'attend, ben là, ouais. on va te dire, il y a voilà, pour vous identifier ou pour, payer le petit truc de livraison, je sais pas quoi, vous mettez votre carte bancaire Ah, et là vous êtes mort. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut pas répondre à ces messages-là. Pourtant, alors moi j'avoue, souvent tu sais, c'est comme les médecins qui disent, «Faites ce que je dis, pas ce que je fais». Heu, Moi j'avoue que l'autre jour, ça m'a tellement énervé, ça m'a démangé et j'ai reçu un message comme ça qui me disait: «Oui, le colis rentre pas dans la boîte à lettres» et je lui ai répondu: «Une insanité». Je lui ai dit: «Non, tu te le mets où je pense le colis», tu vois? Mais c'est le truc à ne et pas finalement, faire. tu as jamais reçu ton produit. Non, je l'ai pas reçu. Mais ça tombe bien parce que j'attendais rien. Non, mais il faut le dire, il ne faut pas répondre à ces messages parce que ça Ouais, valide l'adresse, le numéro de téléphone. Ça veut dire qu'il est réel et qu'il actif, fonctionne ouais. et donc il va être tagué comme intéressant et il va ensuite être, propagé dans d'autres listes auprès de cybercriminels. 2, parfois, le numéro qui vous a appelé, qui vous a envoyé le message, c'est un numéro qui a lui-même été volé à quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est même pas l'escroc qui va recevoir le truc, mais c'est quelqu'un qui ne s'y attend pas du tout. Et donc voilà, il y a X bonnes raisons pour lesquelles il faut pas répondre à ces messages. Et Voilà. dans le doute, prenez les coordonnées que vous avez sur votre téléphone de la personne et communiquez avec en disant: «Est-ce que tu m'as envoyé ça? Est-ce que vous» Oui, et ça aux expéditeurs légitimes, tu ouais, veux dire. Et puis exactement. voilà, et si on attend un colis, il faut aller sur le site où on l'a acheté ou sur le site de livraison pour vérifier où il en est. Mais surtout pas, c'est comme pour les faux conseillers bancaires. Bon allez, on Et va voilà, on terminer aura vite fait fait. œuvre utile. Ouais, exactement, mais on est là pour ça aussi, hein, pour essuyer les plâtres et pour raconter et donner des conseils, pratiques aux gens. Il nous reste, 1 minute là. De toute façon, c'est un super méga, débrief transat, mais il faut qu'on parle Ouais. de Velvet Sundown. Velvet Ah, ton groupe Sundown, préféré de là? c'est mon nouveau groupe préféré. J'en suis fou, j'écoute que ça tout le temps. J'adore parce que c'est toute la musique de ma Mais c'est jeunesse. Tu sais, c'est du rock pop rock californien, style un peu, Steely Dan, machin, mais c'est vrai que c'est bien fait. Lights on silver sand. Marching ghosts with no command. Velvet boots on mirrored ground. C'est vachement mais bien fait. Mais le problème, c'est que C'est qu'il y a c'est personne pas vrai. derrière. Exactement. Ben, écoute, il y a quelqu'un qui est derrière. Oui, Il il n'y y a a pas un quelqu'un. groupe. Le groupe n'existe pas. Le Il n'a groupe jamais existé. n'existe Il n'est pas pas. présent sur les réseaux sociaux, sauf une publication pour dire oui, oui, on existe. Sauf que quand tu fais. Écoute, ce groupe-là qui a maintenant des centaines de milliers d'écoutes sur Spotify, Ouais. quand tu fais la recherche sur lui, là, il n'a jamais donné de spectacle nulle part auparavant. Il n'y a pas d'informations sur les gens qui composent ce groupe-là. Donc, il est inexistant. Il y a quelques photos
qui circulent, mais qui sont des fausses photos, oui, évidemment, Ben oui, générées faites par IA. Et c'est très clair qu'elles sont faites par là, même pas retouchées. On voit que c'est refait. Ouais. Mais donc, c'est ça. Mais c'est un bel exemple du problème qui est en train de vivre Spotify, mais beaucoup plus discrètement Apple, mais j'imagine qu'ils sont prêts avec la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs maintenant de contenus musicaux qui utilisent cette plateforme-là pour faire propager des groupes de musique, j'allais dire virtuels. Le problème, c'est pas tellement, en tout cas à mon humble avis, le problème, c'est pas tellement qu'ils utilisent ces plateformes-là et qu'ils proposent de la musique comme ça. Le problème, c'est de ne pas le dire que c'est créé par l'intelligence artificielle. Alors là, ils l'ont dit, mais après, hein. Ils l'ont dit après coup, parce que c'était marrant aussi de ne pas le dire pour faire un peu de buzz et faire du marketing. Oui, il y a ça, tu as raison, mais il y a aussi autre chose, c'est que, voilà, est-ce que cette musique peut être légitimement commercialisée? Elle a été faite visiblement avec des plateformes comme Suno et autres, sauf que la musique générée par Suno, même si Suno, lorsqu'on s'abonne et qu'on paye un abonnement, explique qu'on a le droit de diffuser cette musique-là, mais il se mouille pas beaucoup parce qu'en fait, Suno, par ailleurs, on leur reproche, c'est des problèmes de droit d'auteur, c'est-à-dire que les IA, pour générer cette musique, se sont nourris de toute la musique du monde, si on peut dire, sans payer de royalties, sans rien payer aux ayants droit. Donc c'est pas du plagiat, c'est pas de la copie, c'est pas de voilà, mais c'est tout le problème du droit d'auteur pour la musique. Et puis après le deuxième volet, c'est est-ce qu'on a envie d'écouter de la musique générée par intelligence artificielle? Chacun aura son avis là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je réponds oui. Il y a pas de problème. Oui. Ben, si ça vous plaît, c'est ça l'important, la musique. Exactement. Ouais. Voilà, et ce sera sans doute une bonne part. De toute façon, même les artistes qui font véritablement de la musique, de plus en plus utilisent de l'IA. On le sait pas forcément, mais un petit bout par-ci par-là, un arrangement, un truc, un chœur, une guitare qui manque. Ça fait très longtemps qu'on fait ça avec des outils, avec des samples, etc. Et aujourd'hui avec de l'IA. Donc, grâce à des prompts, en fait, simplement, on va écrire exactement ce qu'on veut, mais à l'arrivée, ce sera du synthétique et ça fera partie de l'œuvre. Donc, je pense que... Mais tu sais, par rapport à ce que tu mentionnais, par rapport à l'inspiration, j'en parlais, d'ailleurs, il y a une entrevue là-dessus sur mon carnet avec un des grands compositeurs québécois qui fait autant dans le populaire que dans le classique, et il me disait en entrevue, il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'on parlait d'une œuvre qui avait été créée par une IA pour un orchestre, je pense que c'était en Allemagne ou en Hollande, non, en Allemagne, et il me disait, tu sais, Bruno, tous les compositeurs, à toutes les époques, ont été influencés par d'autres auteurs qu'ils ont écoutés. Bien sûr. Et puis, il y a plein d'œuvres où on entend des extraits ou des échantillonnages d'autres œuvres qui ont été faites par d'autres compositeurs. Fait que le fait d'être influencé, d'être inspiré, il n'y a rien de nouveau. Puis l'IA, c'est pas un crime en soi, parce que c'est là depuis longtemps. Après, c'est de voir, tu sais, par rapport aux questions de plagiat et aux droits quand même qui sont à régler. Parce que effectivement, il y a un moment donné, quand tu utilises des Suno et autres, si tu demandes à te faire une musique dans le style de, puis dépendamment du type de requête que tu fais, quand tu arrives vraiment à paramétrer... T'as pas le droit. Si tu dis fais-moi une musique dans le style de David Bowie, je sais pas quoi, il te dit non. Hein. Non, mais c'est Donc, ça. Il faut lui expliquer avec d'autres mots, en fait. Mais c'est ça. Mais c'est là où j'allais. C'est que là, maintenant, tu peux plus. Mais il y a pas tellement longtemps, quand ils l'ont lancé, c'était plus mollasse. Mais là, maintenant, ils sont assurés d'encadrer la partie créative et de requête là, par rapport à la musique. Ouais. Bruno, voilà pour notre super long grand débrief transatlantique de l'été. Le méga big, huge. Le méga big. Est-ce que tu veux me dire un mot très très vite de ton programme en termes d'invités cette semaine dans ton podcast, ton carnet? Dans mon podcast, mon carnet plutôt. Oui, ben, tu dis comme tu veux. Hein. Mais si ça vous intéresse d'entendre une entrevue avec l'auteur du livre Informez-vous, et avec un point d'exclamation, oui, David Fayon, tout à fait. Exactement, je l'ai en entrevue, longue entrevue avec lui. Et puis, c'est fort intéressant. Ça nous permet de réfléchir au monde de l'information dans le contexte dans lequel on vit. Et puis sinon, c'est ça, quelques collaborateurs qui sont parmi la programmation et qui sont là pour vous offrir de l'information. Et sinon, je te remercie, Jérôme, d'avoir pris de ton temps à Beyrouth. Ou à Beyrouth. Mais écoute, avec grand plaisir. Merci à toi aussi. Ciao, ciao.
Monde numérique, le meilleur de la tech. La suite de Monde Numérique, c'est tout de suite avec la séquence interview. Des interviews diffusées initialement en décembre 2024. Pendant l'été, pas d'épisode de l'Hebdo Premium en version longue, mais en revanche, vous retrouverez bien la semaine prochaine ces interviews en version intégrale et en épisodes séparés. Bonjour Arnaud Auger. Bonjour Jérôme. Directeur adjoint du C-Lab de KT Innovation. KT Innovation, c'est l'un des plus grands fonds d'investissement français basé aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Tu es basé à San Francisco et tu accompagnes notamment les grands groupes français dans leur relation avec les big tech américaines. Et puis, tu as une particularité assez étonnante. Tu te présentes comme un biohacker. On va commencer par ça. Qu'est-ce que ça veut dire, biohacker, exactement ? Biohacker, donc bio, c'est la vie, et hacker, donc en effet, c'est un peu le côté pirate, mais c'est vraiment l'idée de comprendre en fait les besoins de son corps et d'y répondre, donc de hacker en fait plutôt notre ignorance. Donc le biohacking, pour moi, c'est plutôt un état d'esprit de curiosité sur les dernières avancées technologiques, les dernières trouvailles en effet scientifiques, pour avoir des protocoles et des appareils en effet pour améliorer sa santé, sa productivité, son bien-être, sa longévité, ses performances athlétiques. En gros, utiliser la technologie pour comprendre nos besoins de nos corps, pour mieux y répondre et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ouais, c'est ce qu'on appelle aussi le quantified self, c'est-à-dire que tu es un fan de tous les objets connectés qu'on peut porter sur soi pour mesurer les différents paramètres. Exactement, et en fait, du coup, mon histoire, c'est qu'il y a 5 ans, j'étais obèse, donc j'avais 25 kilos de plus, pourtant j'essayais de faire je faisais du sport et j'essayais de manger sainement, mais j'avais assez peu de résultats, j'en ai eu marre, et j'ai décidé d'appliquer un principe de la Silicon Valley, justement, que on ne peut changer que ce qu'on peut mesurer. Donc ouais, c'est vraiment le quantify self, et donc au-delà des objets connectés, j'ai fait des tests ADN, j'ai fait des tests de gut health, donc tout ce qui est flore microbienne, pour analyser mon microbiote intestinal, des tests sanguins sur près de 100 biomarqueurs, des tests pour mesurer combien de calories mon corps dépense au repos, et ensuite du coup coupler ça avec des appareils en effet. Donc au-delà de l'Apple Watch, une Garmin, j'ai une bague Oura qui m'a permis de vraiment mesurer mon sommeil, Mmh. les Whoop, un CGM pour voir en effet les taux de glucose de mon corps en fonction de ce que je mange et de mes activités. Donc c'est un patch qui mesure en permanence la glycémie. Exactement, voilà, et puis après même des objets connectés qui eux, vont agir sur ma santé, pas simplement la mesurer. Donc par exemple, j'ai un lit connecté, un lit intelligent, en fait, qui est barré de capteurs aussi pour mesurer ma qualité de sommeil, et voir à quel niveau de sommeil je suis, et avec du coup des circuits de refroidissement et de réchauffement pour optimiser la température de mon matelas. Parce qu'en fait, le phénomène d'endormissement, c'est aussi un phénomène de réduction de la température corporelle, et après en effet, c'est un ajustement, et donc voilà, c'est un lit qui est intelligent pour optimiser mon sommeil le plus, parce qu'en effet, pour moi, le sommeil, c'est la fondation de la santé. C'est le premier domino de l'effet domino pour notre bonne santé. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en as retiré? Ça a marché? Tu as réussi à maigrir? Et exactement, voilà, du coup, 5 ans plus tard, non seulement je suis plus obèse, je suis plus prédiabétique, je ne suis plus avec un taux de cholestérol élevé, mais peut-être même dans le 1 de la population les plus saines au monde, puisque ma VO2 max, par exemple, qui est un facteur pour mesurer le taux d'oxygène qu'on peut utiliser pendant l'effort, est passé de 37 à 60. Donc je suis passé dans le dernier tiers de la population en termes de cardio, au top 2%. Et en fait, notamment le docteur Peter Attia, dans son livre Outlive, il a expliqué que de passer du dernier quart au top 2,5%, on réduit nos risques de mortalité par 4. Mmh. Et puis voilà, du coup, je fais des marathons, j'ai fait près de 7 marathons, j'ai fait le marathon de San Francisco, de New York, de Paris. Je fais des courses Spartan, donc des courses d'obstacles, donc utiliser de la force aussi, pas que du cardio. Me suis transformé complètement, et puis aussi, j'étais dépressif, là, je suis pleinement heureux, et en effet, j'ai plein d'énergie. Donc la technologie m'a vraiment permis de mieux me comprendre moi. J'étais aussi accompagné par des cabinets de médecine préventive et personnalisée, donc ce qu'on appelle médecine fonctionnelle.
Ça, c'est une vraie tendance aussi. C'est que pour moi, le futur de la santé, c'est à la fois prévention et précision. Et donc, du coup, moi, je suis en plein un early adopter, donc un adopteur des toutes premières solutions qui existent. J'en vois les bénéfices pour moi, donc j'en suis très heureux. Mmh. Alors, mesurer, c'est une chose, mais j'imagine que ça t'a demandé des efforts aussi quand même, au quotidien. Il suffit pas de se mettre des patchs ou des capteurs, il faut aussi changer son alimentation, changer son mode de vie et cetera. Exactement, tu as tout compris. C'est vrai que, le plus dur, en fait, c'est de créer les habitudes. Et donc pour créer les habitudes, il faut déjà d'abord, obtenir la connaissance. Donc moi, j'ai étudié en effet en nutrition avec des cours en ligne, à Stanford et cetera. Hem, pour ensuite comprendre, la science derrière, ce qu'il fallait, pour moi. Ensuite, trouver, les objets, les protocoles à adopter, puis les mettre en place. Donc en effet, c'était énormément d'efforts. Donc c'est là où je pense, voilà, c'est l'obstacle. Mais je pense que c'est là où il y a l'opportunité pour l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle a cette, possibilité de se mettre au niveau de chacun. Donc à votre niveau, entre guillemets, «d'ignorance» et d'envie d'effort, pour vous faire, progresser petit à petit. Quand mon âge chronologique était de 29 ans, mon âge biologique était de 36 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et mon âge biologique est de 29 ans. Donc j'ai rajeuni. Bravo. Arnaud, c'est vrai que quand on t'écoute, bon, c'est assez vu de France surtout, c'est assez fascinant. On sait que en Californie, dans la Silicon Valley, tu es pas le seul à faire ça. C'est très tendance à la fois, d'essayer de vivre sainement, de surveiller son corps, de prendre soin de son corps, de bien manger, de faire du sport. Je recevais récemment, dans Monde Numérique, l'écrivain, de science-fiction Alain Damasio, et dans son dernier livre Vallée du Silicium, il te consacre un chapitre parce que vous vous êtes rencontrés à San Francisco. Et alors, il te décrit de manière très neutre, bienveillante, mais on sent qu'il te prend pour un martien. Est-ce que toi, tu le prends pas finalement comme un martien de réagir comme ça? Non, en fait, j'ai l'habitude, en fait, la plupart des Français, réagissent comme ça. Donc toi, Jérôme, tu es en plein dans le monde numérique, donc que tu connais ça et puis tu es sûrement un utilisateur aussi de plusieurs solutions qui sont. Ouais, c'est vrai que j'ai plein de capteurs aussi, ouais. Donc, c'est vrai que voilà, mais finalement, tu vois, comme par rapport à ton commentaire, de la même manière que, à San Francisco, c'est un peu différent du reste des États-Unis. Voilà, tu es un peu différent peut-être du reste des Français par rapport à la technologie. Tu es aussi en avant-garde. Et donc en fait, moi, j'ai plutôt l'habitude de ces types de réactions, mais au contraire, par contre, c'est vrai que Alain, c'est pas n'importe qui non plus, tu vois? C'est un auteur de science-fiction, il avait créé un studio de gaming, donc c'est quelqu'un qui connaît quand même bien la tech. Et donc en fait, son étonnement, malgré tout, lui, m'a surpris. Il m'a fait, prendre conscience qu'en effet, peut-être que moi, je considérais être entre guillemets, des choses, pas si, dingues que ça. Ouais, Moi, normal. je suis entouré de biohackers en effet à San Francisco. Ça pouvait, peut-être, surprendre. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui après son livre, hem m'ont contacté justement pour savoir comment j'avais fait justement pour perdre, tout ce poids et cetera. Donc voilà, je vais écrire mon propre livre et puis je vais lancer un show qui va s'appeler, Don't Die sur le podcast de Silicon Carnet, donc que tu connais bien. Ouais, de Mais voilà, c'est vrai Carlos que Diaz, ouais, exactement, qu'on salue. c'est, c'est un retour, dont j'ai l'habitude. Mais par contre, ce que j'ai vraiment apprécié avec Alain, c'est que quand bien même, évidemment, en tant que technocritique, il est pas adepte évidemment de mon mode de vie, il en est pas forcément d'accord. Il est venu à San Francisco avec, Bah non, humilité. lui, il a même pas de portable alors, Exactement, voilà. Il est venu avec humilité et bienveillance, et donc je trouve qu'en effet, voilà, il a fait cet effort-là et ça, c'est pas forcément tout le monde qui le fait. Donc voilà, j'en lui suis extrêmement, reconnaissant. Merci beaucoup Arnaud, directeur adjoint du C-Lab chez Cathay Innovation à San Francisco. Merci Jérôme. Voilà, je vous invite vraiment à écouter la version intégrale de cette interview, soit la semaine prochaine en épisode séparé, soit en vous abonnant dès maintenant à Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. On va beaucoup plus loin dans le Quantified Self et on parle aussi d'intelligence artificielle en Californie. Et maintenant, on va passer du biohacking au bioprocesseur. Alors, rien à voir entre les deux en réalité. Il s'agit maintenant d'une nouvelle forme d'informatique qui représente peut-être une solution pour le futur, notamment en matière d'intelligence artificielle. Vous allez tout comprendre. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la société Final Spark, basée en Suisse, et qui est donc spécialisée dans la conception de bioprocesseurs. Expliquez-nous ça, de quoi s'agit-il ? D'abord, il faut dire que c'est d'abord un domaine de recherche fondamental à l'heure actuelle. Donc c'est pas,
opérationnels. Il n'y a pas des processeurs auxquels vous pouvez accéder pour faire des calculs. Mais Mhm. dans le principe, schématiquement, on travaille déjà avec des cellules souches neurales qui sont obtenues à partir, par exemple, de cellules de peau. Donc, il y a un Ok. process qui a été inventé par un prix Nobel, Yamanaka, en 2012 déjà, qui permet de transformer vos cellules de peau en cellules souches neurales. Et à partir de là, dans notre labo, on les multiplie et on les connecte ensemble pour faire ce qu'on appelle des organoïdes cérébraux. C'est des petites boules d'un demi-millimètre de diamètre qui comportent 10 000 neurones. Et D'accord. ensuite, ça suffit pas, il faut communiquer avec ces neurones et pour ça, on utilise en particulier et entre autres des électrodes. Les électrodes permettent de recevoir les potentiels d'action, donc les signaux que les neurones émettent, et également d'envoyer des signaux. Donc comme ça, on peut avoir une communication bidirectionnelle. Bon, alors, on a évidemment envie de vous poser plein de questions, hein. La première, on l'a compris, c'est que pour l'instant, ce n'est que de la recherche. Mais l'objectif, ce serait quoi? Alors, un des objectifs à terme qu'on a en tête, c'est de faire des serveurs de calcul. Au même type que vous avez des serveurs en cloud computing aujourd'hui, en particulier pour l'IA, qui consomment d'ailleurs de plus en plus d'énergie. L'idée, c'est de faire des bioserveurs. Et l'application la plus évidente, c'est que vous pourrez faire de l'IA comme vous faites aujourd'hui. Ce sera transparent pour vous, mais vous consommerez, je sais pas, 1000 à 10 000 fois moins d'énergie. Donc le 1er avantage finalement, ce serait, une plus faible consommation d'énergie. Pourquoi? Parce que les neurones consomment moins que les, heu, que les transistors, que les semi-conducteurs? 1 million de fois moins. 1 million de fois moins. C'est énorme. En fait, votre cerveau, c'est rien de particulier à vous, c'est 100 milliards de neurones avec Mmh. 10 000 connexions par neurone. Et pour ça, vous consommez une puissance d'environ 20 watts. D'accord. Si on voulait faire une simulation de votre cerveau, il nous faudrait quelque chose qu'une petite centrale nucléaire. D'accord. Donc, le rendement d'un circuit neuronal biologique est extraordinaire, totalement hors de portée des composants digitaux comme des transistors, quoi. Mmh. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est encore uniquement de la science-fiction ou vous êtes véritablement déjà sur des résultats tangibles? Bah, c'est intéressant que vous parliez de science-fiction parce que longtemps, ça a été de la science-fiction. Ça n'était que des idées. Aujourd'hui, effectivement, c'est une réalité dans le sens où on travaille dessus. Alors, les résultats tangibles vont pas être très impressionnants. Ça ressemble un peu à ce qu'on faisait, je sais pas, dans les années 50 ou 40, 60, quand on a fait les premiers transistors solides. Mais on arrive, par exemple, à stocker un bit d'information ou à changer la manière d'un que les neurones nous répondent, par exemple. Il faut savoir que le vrai problème ici, c'est pas de les cultiver, c'est pas de communiquer avec eux, c'est de leur faire apprendre quelque chose d'utile. D'accord? Ce qu'on doit bien comprendre, il y a 30 ans, on parlait pas tellement d'IA. Il Mmh. y a 30 ans, quel problème on avait? On avait comment connecter ensemble des réseaux de neurones artificiels. L'IA aujourd'hui, c'est ça, c'est des réseaux de neurones artificiels. Ouais. D'accord. Mmh mh. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 30 ans? On a trouvé des manières de leur faire apprendre quelque chose. Et c'est le même problème aujourd'hui, mais avec des réseaux biologiques. D'accord. Est-ce que vraiment on peut, espérer obtenir la même puissance de calcul avec ces neurones, biologiques? Ah oui, on peut obtenir la même puissance de calcul. Par contre, il y a des choses qui vont être assez fondamentalement différentes. La latence d'un neurone est fondamentalement plus grande que celle d'un transistor. C'est-à-dire qu'un neurone, Ah, ça va moins vite alors? ça va moins vite. Ça changera jamais, d'accord? Mmh. Ça va être difficile de faire tourner Windows 10 sur un biocomputer. C'est pas fait pour ça, d'accord? OK. Par contre, la conversation qu'on a actuellement, ça, c'est à des échelles qui sont totalement compatibles avec des circuits nerveux. Et ça doit pas être étonnant puisqu'on utilise nos propres circuits nerveux pour communiquer ensemble en ce moment. Mmh. D'accord? Donc là, c'est une des différences, mais il y a d'autres différences au-delà du rendement énergétique, c'est la scalabilité. C'est de la vie. C'est-à-dire que nous, des neurones, dans notre laboratoire, qui est juste en dessous, là où je vous parle, on en fait des millions. Donc c'est virtuellement gratuit. Ouais, il suffit de prendre un petit bout de peau et vous fabriquez des neurones, autant que vous voulez.
Alors ça, c'est un peu plus compliqué Ouais, que ça, mais dans le j'imagine. principe, oui. On les cultive en fait, on a fait littéralement des millions. On bloque le process pour pas en avoir trop. Ah ouais, Oui. d'accord. Question très naïve, si vous partez d'un neurone humain, c'est de l'humain. Il y a de l'ADN humain là-dedans. Bah oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des caractéristiques propres à chaque individu qu'on va retrouver ensuite dans l'ordinateur? Bah, je sais pas et c'est le Ah problème, ouais, c'est qu'il d'accord. y a la je suis Vous savez désolé, pas mais où vous allez, en fait. la plupart des questions qu'on peut poser sur le biocomputing, on n'a pas les réponses et personne n'a les réponses. On est en train de découvrir en fait, c'est une nouvelle industrie qui est en train de se créer ici. Ouais, ça a un côté un peu effrayant, non? Alors ça a un côté déstabilisant, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on s'est mis aussi en relation avec des groupes d'éthique et des groupes de philosophes de milieu académique pour leur dire: «Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà ce que nous, on en connaît au niveau scientifique, mais nous, on n'est pas des éthiciens. On n'a pas d'expertise là-dedans. Commencez à réfléchir là-dessus parce que ça va devenir de plus en plus gros». Ça, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Ça, c'est certain. On Mmh. va vivre avec des biocomputers. Dans 10, 15 ans, on aura des biocomputers autour de nous. Ah, vous en êtes certain? Ah, c'est certain. C'est pas juste une piste parmi d'autres? C'est c'est la puce la plus triviale, en fait, bien plus triviale, si on réfléchit que le quantum computing. Donc ça parce que ça marche déjà. On sait que ça Enfin, marche. ouais, ça marche de manière théorique et en laboratoire, mais pour l'instant, il y a pas encore d'ordinateur à base de neurones biologiques. Non, vous devez considérer autre chose. Hem, des circuits nerveux capables de processer l'information, de traiter l'information, Mmh. c'est prouvé que ça marche, puisque ça existe. Les Mmh. insectes savent faire ça, on sait faire ça. Ça fait plusieurs millions d'années d'évolution que c'est prouvé que les circuits nerveux savent traiter l'information de manière parfaitement efficiente. Oui, En c'est ce fait, qu'on fait au quotidien, en fait. mais bien sûr, en fait, si on réfléchit, on se dit: «Mais c'est tellement évident, ça fait longtemps qu'on aurait dû commencer à faire ça». C'est une approche quelque part, on dit que c'est la science-fiction, mais c'est profondément, conservateur comme approche. Mmh. Oui, enfin, c'est vrai que jusqu'à présent, on est quand même, on a toujours été dans une logique un peu de séparation des pouvoirs. D'un côté, il y a le biologique et l'humain et de l'autre côté, il y a les machines et l'électronique et cetera. Et là, vous faites un peu la passerelle entre les 2. Mais vous avez raison. En fait, ce que vous venez de dire, c'est incroyable. C'est vraiment, il y a des fondamentaux dans l'innovation, des barrières qu'on s'impose. On dit, voilà, on avait fait 2 choses différentes et tout le monde pensait comme ça. Mmh mh. Mmh. Et d'ailleurs en science-fiction, les gens pensaient pas comme ça. Les gens, ça fait longtemps que la science-fiction en parle. Mais dans le milieu scientifique, c'est vrai qu'on était câblés comme vous dites. Et moi-même, moi j'ai un doctorat en traitement du signal. Je fais des maths en fait, et c'était un énorme effort pour oser penser des choses comme ça. Mmh. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? Vous l'avez dit, est-ce que vous avez un peu une roadmap, une visibilité et même des dates, d'un horizon à annoncer? Oui, on espère dans 10 à 15 ans, on espère avoir effectivement des bioserveurs opérationnels pour servir du calcul. Ça ressemblerait à quoi? Alors vu de l'extérieur, ce sera totalement transparent, hein, comme j'ai dit, hein. Mmh. Mais vu de l'intérieur, si vous Ce veniez sera dans des notre boîtes labo, comme ce qu'on a aujourd'hui? alors de votre côté, ce sera transparent, ce sera pareil. Ouais. Mais de notre côté, par contre, il faut imaginer ce qu'on a dans notre laboratoire, c'est beaucoup de tuyaux, d'accord? Pour toute la fluidique, parce qu'on doit les garder vivants, des incubateurs pour les garder en température, plein de câbles, pour, traiter les informations en entrée et en sortie. C'est tout ce qu'on a actuellement dans notre laboratoire, mais à l'échelle XXL. Parce qu'il s'agit pas de connecter, seulement 10 000 neurones comme on fait actuellement, mais on va aller vers des milliards et des centaines de milliards de neurones connectés ensemble. Incroyable. Merci beaucoup Fred Jordan, cofondateur de Final Spark. Et si on veut voir en quelque sorte en action, ces bioprocesseurs, on peut aller sur votre site, hein, finalspark.com. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de l'Hebdo spécial été 2025.
Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires et puis surtout pour vos petites notes, vos petites étoiles sur Apple Podcast, c'est très important là tout de suite, allez-y, cliquez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast car c'est super important pour le référencement, la visibilité de ce podcast. Et puis faites connaître également Monde Numérique à vos amis, si ça vous a plu, ça devrait leur plaire également. On se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, mais je vous concocterai des petites choses qui j'espère vous intéresseront. Car c'est l'été, je suis en vacances, mais pas tout à fait. Donc, Monde Numérique continue tout l'été. Si vous-même, vous êtes en vacances, eh bien, je vous souhaite très bon été, une très bonne semaine, pleine de tech. Salut!